Dans cet épisode spécial de Paranormal sur le vif, un voyage de pêche en Oregon est interrompu par un bateau qui arrive à vive allure, apparemment sans pilote. Je suis monté sur l'arcasse du bateau et étrangement, je ne voyais personne à bord. Au Canada, comment ces deux hommes ont-ils pu survivre à cet accident? J'ai vu deux anges gardiens et mon père entre les deux. C'était une belle expérience paranormale. En Utah, un homme croise des bébés cougars et regarde la mort en face. Je retenais mon souffle en regardant cette vidéo, parce que je ne croyais pas qu'il s'en sortirait vivant. Et d'autres images terrifiantes qui vous laisseront sans voix. Chaque année, des millions de gens à travers le monde vivent des expériences miraculeuses qui changent leur vie à jamais. Ils regardent la mort en face et survivent pour en parler. Un médium a beaucoup à dire à ce sujet, parce qu'il se demande comment il a survécu à son contact avec la mort. Était-ce grâce à la chance, à un miracle, ou peut-être à des anges gardiens? À vous de juger. Nous sommes le 30 mai 2017, à Virgil, en Ontario. Dans l'après-midi, deux amis de longue date, Blair Robertson et Eddie Dijon, qui sont deux médiums, bavardent tranquillement dans un restaurant. Je m'appelle Blair Robertson. Pendant que je mangeais au restaurant, une chose incroyable s'est produite. J'étais en tournée de conférences au Canada. Et chaque fois que je suis en tournée, j'en profite pour voir mes amis. Ce jour-là, j'ai appelé Eddie et nous nous sommes rejoints à notre restaurant préféré. Dans un restaurant, je m'assois toujours de manière à ne pas avoir de gens derrière moi. Mais Eddie m'a devancé. Normalement, je ne me serais pas assis sur cette chaise. La serveuse a apporté nos plats. J'ai pris la fourchette et le couteau et je m'apprêtais à manger une première bouchée quand j'ai entendu ce qui ressemblait à une grosse explosion derrière moi. C'était comme si une bombe avait éclaté. Regardons une autre fois au ralenti. Un véhicule fonce dans la vitrine du restaurant, projetant Blair 1 mètre plus loin et clouant son ami Eddie contre le mur. J'ai regardé la voiture et je n'en croyais pas mes yeux. J'étais en train de manger à l'intérieur d'un restaurant et une voiture était garée sur une de mes jambes. Le personnel du restaurant et un autre client se précipitent vers les deux hommes pour les aider. En défonçant la vitrine, la voiture a comme bondi et atterri sur ma jambe, qui était coincée sous le châssis. La chaise sur laquelle j'étais assis était très solide et elle m'a protégé. C'est grâce à elle que je n'ai pas été projeté plus en hauteur, ce qui m'aurait tué sur le coup. La table a été soulevée et elle a protégé mon ami Eddie, qui avait 80 ans, en le poussant contre le mur, le protégeant du verre qui volait dans tous les sens. Il a subi quelques blessures, mais sans cette table, il serait mort. Après ce qui semble une éternité, la conductrice du véhicule, une dame de 85 ans, recule finalement de quelques mètres pour libérer les deux hommes de leur fâcheuse position. Miraculeusement, Blair et Eddie se relèvent et se mettent à marcher. Ils sont sonnés, mais en vie. Cette vidéo n'est rien de moins qu'incroyable. J'ai dû regarder ces images à plusieurs reprises, tellement je n'en croyais pas mes yeux. Cet accident aurait pu connaître un dénouement tragique. Le cou de Blair est violemment projeté vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle un fouet cervical, et il peut causer des dommages permanents. C'est presque un miracle qu'ils se soient levés et qu'ils aient pu marcher après ça.
Blair et Eddie sont transportés à l'hôpital en ambulance, où les médecins sont renversés par ce qu'ils voient, ou plutôt par ce qu'ils ne voient pas. Les médecins étaient convaincus que j'avais des côtes fracturées et des dommages au cou. Mon corps entier a été radiographié et je n'avais rien, rien du tout, aucun os cassé. J'avais des ecchymoses à partir du cou jusqu'aux chevilles et quelques coupures mineures. Mais au bout de quelques heures, ils m'ont dit que je pouvais partir. Eddie a également subi des blessures mineures, tout comme la conductrice de la voiture. Que ces deux hommes s'en sortent presque indemnes, avec quelques ecchymoses, reste un grand mystère. Comment est-ce possible? Quelqu'un devait forcément veiller sur eux, peut-être un ange gardien? Blair a une réponse à cette question. Quand la collision est survenue, j'ai regardé en haut et j'ai vu deux anges gardiens et mon père debout entre les deux. Il est décédé. Mais c'était bien lui. Étonnamment, grâce à sa présence apaisante, j'ai réussi à garder mon calme durant cette situation chaotique. Je pense qu'il est tout à fait possible que lorsque nous regardons la mort en face, il y ait une force à l'œuvre. Quelque chose de plus grand que nous, prêt à nous protéger ou à nous éloigner du danger. Je crois que mon père s'est manifesté pour me réconforter durant ces moments angoissants. C'était magnifique. C'était une belle expérience paranormale. Une question demeure. Puisque Blair et Eddie sont médiums, pourquoi n'ont-ils pas pressenti ce drame? Croire que les médiums voient l'avenir est une perception erronée. Nos chemins de vie ne sont pas destinés à être définis pour que nous connaissions tout ce qui va nous arriver. Je pourrais dire que je devais mourir ce matin, alors j'ai décidé de rester à la maison. Mais comment pourrais-je prouver que je serais mort si j'étais sorti? Peu importe la manière dont on regarde ce scénario, ça n'a aucun sens. Nous devons vivre ces épreuves. Et le karma est une chose très étrange qui nous apprend des leçons. Avec le recul, ce qui s'est passé me terrifie. J'ai du mal à regarder cette vidéo. Mais tout ça m'a fait apprécier encore plus ce que je fais en tant que guérisseur. Cette expérience m'a fait comprendre que chaque jour est une bénédiction. J'aime ma vie et j'aime les dons que je possède. Cette année, là, la forêt a passé au cash. Mais inquiétez-vous pas, on s'en vient. C'est un départ, mon homme. On n'est pas notre premier rodéo, hein? Vite Chantier Nouvelle Génération, lundi 19h30 à Canal D. Le parachutisme est sans contredit l'une des activités les plus exaltantes qu'un être humain puisse expérimenter. Ce n'est pas étonnant, puisque vous vous trouvez à quelques milliers de mètres du sol. Et en chute libre, vous atteindrez une vitesse de 200 km/h, avec comme seule protection une bande de tissu pour vous ralentir. Malgré les risques, qui comprennent un parachute défectueux et une collision en plein ciel avec un autre parachutiste, le taux de mortalité des adeptes n'est que d'une personne sur 100 000. Toutefois, il y a d'autres risques moins évidents et auxquels personne ne s'attend. Comme deux avions qui sont entrés en collision à 3600 mètres du sol dans le Midwest américain, faisant dégringoler 9 parachutistes et l'épave brûlante d'un avion au sol. Le 2 novembre 2013, dans le ciel au-dessus de Superior, une ville du Wisconsin, Mike Robinson, Amy Ebling et 7 autres employés de Skydive Superior se préparent à effectuer leur dernier saut de la journée. Mais pas n'importe quel saut. Le groupe a l'intention de faire un saut en formation. Je m'appelle Mike Robinson et je suis instructeur de parachutisme.
Bonjour, je m'appelle Amy Ebling et je fais partie des parachutistes que vous allez voir dans cette hallucinante vidéo. On était 9 parachutistes et 2 pilotes dans 2 avions. Un avion de tête et un avion d'accompagnement. L'avion de tête vole devant, un peu à droite et sous l'avion d'accompagnement, qui se trouve donc derrière, au-dessus et à gauche. Les parachutistes dans les 2 avions synchronisent leur saut pour être en mesure de se rejoindre une fois dans les airs. Lorsque les avions atteignent une altitude de 3660 mètres, tous les parachutistes se préparent à sauter. Mike est dans l'avion de tête. Je devais être le dernier à sauter de l'avion de tête et j'étais dans la porte de l'avion. En fait, j'étais à moitié à l'intérieur et à moitié à l'extérieur. Amy est dans l'avion d'accompagnement, au-dessus de l'autre. J'étais la 4e à sauter de l'avion. 2 de mes amis, Dan et Sarah, se trouvaient déjà sur l'aile, prêts à sauter, et Trish était en train de sortir de l'avion. Puis, quelque chose de terrible se produit. Les 2 avions se percutent, obligeant les 9 parachutistes et l'un des pilotes à se lancer rapidement dans le vide. Regardons encore les images, pendant qu'Amy et Mike les décrivent. Il est difficile d'expliquer à quel point c'était déroutant de voir les 2 avions se rapprocher ainsi. Ce n'était pas ma première expérience et l'avion de tête ne devait pas se trouver là. Bang! L'autre avion nous a frappés. Un incendie a éclaté dès que les ailes se sont touchées, à environ 1 mètre de nos têtes. On peut entendre Blake, le pilote, qui crie « Saute ». Son cri désespéré m'a secoué et je me suis lancée dans le vide sans hésiter. J'ai pensé à mon fils qui m'attendait à la maison et j'allais faire tout en mon pouvoir pour sortir de cet avion. Sauter d'un avion qui fonctionne parfaitement bien est toujours le moment que je trouve le plus effrayant dans la pratique du parachutisme. Mais être obligé de sauter d'un avion en flammes dans lequel on se trouve, c'est vraiment terrifiant. Les parachutistes sont conscients des risques et du danger, mais ils ne s'attendent jamais à ce scénario cauchemardesque. Mike, Amy et les autres poursuivent leur chute libre jusqu'à atteindre une altitude sécuritaire pour déployer leur parachute, tout en essayant d'éviter les débris qui tombent et de trouver leurs amis dans le ciel. Je regardais les autres parachutes qui descendaient et je me rappelle avoir pensé que Dan était forcément mort, ainsi que Sarah. Lors d'un impact, elle a été frappée par l'avion qui arrivait à une vitesse de 160 km/h. Je me suis dit que cet avion s'était sans doute désintégré. Alors, le pilote n'avait pas pu survivre et j'ignorais si les parachutistes étaient toujours en vie. Étonnamment, les 9 parachutistes touchent terre, sains et saufs. Et miraculeusement, les 2 pilotes survivent aussi. Le pilote de l'avion de tête a sauté avec son parachute d'urgence. Mon pilote, Blake, a cru qu'il était possible de planer pour faire atterrir l'avion. How the hell could he fly that airplane? Hang in there, Blake.
Plus tard, Blake a dit que c'était le meilleur atterrissage de toute sa vie. Ce jour-là, les 11 miraculés, comme ils seront surnommés par les médias, ont déjoué la mort. On aurait pu s'attendre à ce qu'une, 2 ou 3 personnes perdent la vie à la suite de cet accident, mais on a tous survécu. Aucun d'entre nous n'a été blessé grièvement et au sol, il n'y a pas eu de victimes non plus. Ça défie l'imagination. Je ne suis pas très croyante. Alors je ne parlerai pas de foi ou de Dieu. Mais ce n'était pas banal. Les vendredis, la vérité se dévoile. Un indice à la fois. On ne savait pas depuis quand le jeu était truqué. Quelle était l'ampleur de ce coup monté? 3 enfants disparaissent la même journée. C'est arrivé une fois, ça, dans l'histoire au Québec. Les malheurs s'accumulent étrangement ici. Ça risque de mal finir. Tout le monde a les yeux rivés sur cette enquête. Faut pas se planter, on n'a qu'une seule chance. Les vendredis policiers, dès 20h, à Canal D. L'homme. Plusieurs croient que cette créature terrestre trône au sommet de la chaîne alimentaire. Mais ces gens se trompent. Car c'est loin d'être le cas. En fait, selon une étude récente, la place de l'humain dans la chaîne alimentaire se situe quelque part entre les porcs et les anchois. Bien loin des super prédateurs qui occupent les premiers rangs, c'est-à-dire les grands félins. Cette hiérarchie n'aurait pas pu être plus claire lorsqu'un homme en Utah est arrivé face à face avec un cougar. Okay. This is when Avec comme seule protection son désir de vivre. No! Le 10 octobre 2020, près de Provo, en Utah, Kyle Burgess profite d'une belle journée d'automne pour aller courir dans les sentiers du parc Slate Canyon. Je m'appelle Kyle Burgess et je vis à Orem, en Utah. Je vais courir dans ces sentiers toutes les 2 semaines à peu près, quand j'en ai envie. J'ai la chance de vivre dans un état où il y a énormément de choix de sentiers, alors j'alterne selon mon humeur du jour. Ce jour-là, la course de Kyle ne se déroule pas comme prévu. Je tentais de ralentir ma course parce que j'étais dans une pente descendante. Et tout à coup, j'ai vu des bébés félins devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai sorti mon téléphone pour les filmer. Je croyais que c'était des bébés lynx. J'en vois parfois et normalement, quand ils m'aperçoivent, ils courent dans la direction opposée et tout va bien. Cette fois, Kyle se trompe sur leur identité. Ce n'étaient pas des lynx. C'était des bébés cougars. J'étais dans le pétrin. Regardons une autre fois la maman cougar qui sort de la forêt et court tout droit vers Kyle. C'était la première fois que je voyais un cougar de ma vie jusqu'à ce jour-là. Je me suis mis à penser à 1000 choses en même temps dans ma tête. D'abord, j'étais terrifié et extrêmement nerveux, mais j'étais également embrouillé. J'avais de la difficulté à assimiler ce qui se passait. Ensuite, j'ai compris la situation et j'ai tenté de me calmer pour me concentrer sur le comportement que je devais adopter. You're good. You're good, little kitty cat. Oh. Holy. En réalité,
Elle voulait juste que je m'éloigne de ces bébés. Nice and slow. Come on. J'ai donc entrepris de m'en éloigner calmement et le plus vite possible. Go get your babies. I'm not coming back down, I promise. Holy. Chaque fois que je me retournais juste un peu, ou que je me penchais pour ramasser un caillou, elle me chargeait. No! Go away! Go away! Kyle marche à reculons depuis plusieurs minutes et l'animal devient de plus en plus agressif. No! No! Quand je cours dans la forêt, je me dis toujours que si je croise un cougar, je lui assènerai un coup de poing sur le museau. No! Get the away! Mais quand je regarde ces images de cette maman cougar furieuse, je comprends que toute tentative de l'approcher pour la frapper n'est que du blabla. No! Taste, dude! Dude! Au bout de 6 longues et angoissantes minutes, Kyle arrive à prendre une pierre et à la lancer en direction du cougar. Yeah, get the away from me! C'est suffisant pour l'effrayer. Oh, damn it! Ces 6 minutes ont été les plus longues de toute ma vie. Yeah, so that just happened. Wow. You see that? Some will come, actually. 6 minutes qui doivent lui avoir semblé aussi longues que 6 ans. Je retenais mon souffle en regardant cette vidéo. No! Parce que je ne croyais pas qu'il s'en sortirait vivant. Go away. Go get your babies. Kyle a été parfait dans ces circonstances. Il est resté calme et malgré sa panique, il n'a pas couru, ce qui aurait été le réflexe de plusieurs d'entre nous. I'm not coming back down, I promise. Cette vidéo est vraiment extraordinaire. Holy cow. Heureusement, Kyle n'a pas revu l'animal sauvage sur le chemin du retour. Holy. Et depuis ce jour, son attitude face à la forêt a changé. J'ai une nouvelle perspective face à la vie sauvage. Et quand je vais courir sur le territoire des animaux, je suis beaucoup plus prudent. Go away. No. No. Les lundis. C'est tout simplement wow. Rendez-vous sur des îles entourées d'histoires remplies de mystères. Découvrez des lieux énigmatiques. Plus vous découvrez des bâtiments et plus vous vous interrogez sur ce qui a pu se passer ici. Et admirez l'impensable. Nous avons sous les yeux les vestiges oubliés de l'un des incidents les plus étranges de la conquête spatiale. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Peu de choses sont aussi terrifiantes que ces moments où la vie nous rappelle combien elle peut être fragile. Une collision évitée de justesse. Arrêté à quelques centimètres d'une chute fatale. S'esquiver juste au bon moment. Imaginez frôler la mort pendant que vous profitez d'une belle journée avec votre famille, dans votre propre cour. C'est ce qui est arrivé à une femme en Géorgie. Et ce jour-là a changé sa vie, à jamais. Le 9 juillet 2020, à Alpharetta, en Géorgie. Melissa Resendiz et ses 2 fils sont dans la cour pour profiter du soleil au bord de leur piscine. Bonjour, je m'appelle Melissa Resendiz et ceci est ma vidéo. C'était une belle journée d'été, tout à fait normale. Et après le repas du midi, mes garçons m'ont demandé s'ils pouvaient se baigner. Alors j'ai apporté un livre pour lire un peu et me détendre près de la piscine pendant qu'ils s'amusaient dans l'eau. Ce bel après-midi est sur le point de prendre une tournure dramatique. Je lisais tranquillement et mon fils aîné, Bryson,
était particulièrement bruyant dans la piscine. Alors je lui ai demandé de faire moins de bruit. Il s'est approché de moi parce qu'il n'avait pas entendu ce que je venais de lui dire. Et je lui ai répété. Tout de suite après, j'ai entendu un craquement. Melissa entend le bruit très caractéristique d'un arbre qui tombe. Je me suis levée rapidement de ma chaise et j'ai couru. Regardons au ralenti. L'arbre gigantesque qui tombe directement sur la chaise où Melissa était assise une seconde plus tôt. Je me suis retournée et j'ai vu que l'arbre était tombé directement sur ma chaise. J'étais sous le choc, parce que si j'étais restée là une seconde de plus, l'arbre m'aurait écrasé la tête. J'ai alors dit la première pensée qui m'est venue à l'esprit. J'ai failli mourir. J'ai effectivement frôlé la mort de près et c'était très troublant. J'ai eu de la difficulté à me remettre de mes émotions. Tout ça me semblait incroyable. Wow! Le temps de réaction joue un grand rôle. Cette femme est extrêmement chanceuse d'avoir survécu. L'arbre l'aurait aplati comme une crêpe. À la fin, quand nous voyons l'arbre qui a cassé la clôture en fer et atterri sur la chaise où la femme était assise, j'ai eu froid dans le dos. Parce que si elle ne s'était pas levée aussi rapidement, elle n'aurait pas survécu. Cette femme serait morte de traumatisme crânien, d'un traumatisme thoracique et d'un traumatisme contondant. Tous mortels. Alors, comment Melissa a-t-elle échappé à ce qui serait devenu un accident mortel? Par pure chance? Ou y a-t-il une autre raison possible? Il y a 7 ans, nous habitions une autre résidence. Et tôt un matin, pendant que je préparais le déjeuner des enfants, j'entendais de fortes rafales à l'extérieur. Et toute la maison s'est mise à trembler. Je me demandais ce qui se passait. Alors j'ai pris mes garçons et nous sommes descendus au sous-sol pour nous réfugier dans notre abri anti-tempête. Parce que je croyais que c'était une tornade. Pendant que nous descendions l'escalier, j'ai entendu un gros craquement. Et un arbre est tombé sur le toit de la maison. À la suite de cette expérience traumatisante, je suppose que le son d'un arbre qui tombe est à jamais gravé dans ma mémoire. L'une des choses intéressantes que les psychologues examinent est la façon dont un traumatisme modifie physiquement la structure du cerveau. Dans ce cas-ci, le cerveau de la dame a probablement été changé par une première expérience traumatisante, ce qui a fait en sorte qu'elle était prête à réagir à ce deuxième incident similaire. Après le premier arbre, je me suis longtemps demandé pourquoi ça m'était arrivé. Si j'avance rapidement dans le temps 7 ans plus tard, jusqu'au deuxième arbre qui tombe, j'ai ma réponse. Peut-être que Dieu avait une raison pour ce premier arbre, qui était de garder le souvenir de ce son dans ma tête pour me permettre de me lever rapidement en entendant tomber le deuxième arbre. Je comprends parfaitement pourquoi Melissa a l'impression que la main de Dieu était à l'œuvre, que Dieu l'a en quelque sorte sortie de sa chaise ou qu'elle a ressenti quelque chose d'assez fort pour réagir. Je ne pense pas que Dieu contrôle les moindres détails de nos vies, mais je crois que lorsqu'une vie est en jeu, il peut effectivement nous inciter à agir. Quoi qu'il en soit, Melissa est reconnaissante d'être sortie de cet accident sans une égratignure et avec une nouvelle vision de la vie. Je ne peux qu'imaginer ce que mes enfants auraient vécu si je ne m'étais pas relevée de la chaise. Ils auraient vu leur mère écrasée par un arbre, et ces images les auraient traumatisés pour le reste de leur vie. Ils n'auraient plus été les mêmes après avoir vu ça. C'est pourquoi je suis si reconnaissante.
Monter à bord de votre bateau pour passer une journée sur l'eau et pêcher est toujours une expérience agréable. Surtout en compagnie de vos amis. Après tout, vous êtes loin du stress des obligations quotidiennes. Et la pêche est l'un des plus anciens sports pratiqués par l'homme. Sur le plan d'eau, il n'y a personne autour de vous, aussi loin que vous puissiez voir. Enfin, habituellement, il n'y a personne. Mais lors d'une expédition de pêche en Oregon, les gens à bord d'un bateau en ont aperçu un autre s'approcher rapidement d'eux, dangereusement, sans ralentir. Le 12 août 2017, à l'embouchure du fleuve Columbia, près de Hammond, en Oregon. Chris McMahon et deux amis, Ronnie et Brian, ont l'intention de passer une belle journée à pêcher à bord du bateau de Chris. Je m'appelle Chris McMahon et j'ai filmé cette vidéo. Pendant mes vacances, je vais toujours pêcher le saumon à l'embouchure du fleuve Columbia. C'était la toute première journée de mes vacances et j'avais invité mes amis Ronnie et Brian à venir pêcher avec moi. Je commençais à peine à me détendre puisque mes vacances débutaient. J'étais fin prêt à passer 2 belles semaines à m'amuser, à profiter de la vie et à pêcher. Pendant 2h30, c'est exactement ce qu'il fait. Brian venait d'attraper un poisson et nous avons décidé de retourner à notre point de départ où nous avions commencé à pêcher en suivant le courant pour repasser au même endroit et attraper d'autres poissons. C'est ce que nous avons fait. La matinée tranquille du trio allait soudainement devenir un cauchemar. Un bateau apparaît au loin. Regardons de nouveau les images terrifiantes en écoutant les commentaires de Chris. Quand on voit un autre bateau au loin, on ne s'en préoccupe pas. Mais celui-ci s'approchait de plus en plus. Je suis monté sur l'arcasse du bateau à l'arrière pour être plus visible. Et étrangement, je ne voyais personne à bord. Cette vidéo est effroyable. C'est la pire chose qui puisse arriver quand on est sur l'eau. On peut sentir l'incrédulité des gens à bord, qui pensent que ce bateau va tourner, que c'est impossible qu'ils foncent sur eux sans rien tenter pour les éviter. Ce qui me renverse quand je regarde ces images, c'est qu'ils auraient pu être dans le déni total et penser que ce bateau allait dévier de sa trajectoire. Ils n'avaient pas d'autre choix que de sauter du bateau, et c'est ce que l'homme a crié à ses amis. Sauter dans l'eau froide, tout habillé, et au diable les lignes à pêche. Il leur a sauvé la vie. La plupart des gens auraient hésité 2 secondes de trop. Même si Chris et ses amis ont évité la collision, ils ne sont pas au bout de leur peine. J'ai sorti ma tête de l'eau et j'ai vu le bateau par-dessus le mien. J'ignorais où Ronnie et Brian étaient. Mais ils ont surgi de l'eau peu de temps après moi. J'avais toujours entendu dire qu'il ne fallait pas paniquer dans l'eau, parce que c'est le début de la fin. J'ai regardé la rive et j'ai compris que le courant nous emmenait rapidement vers l'océan. C'est à ce moment que j'ai paniqué. Je me suis dit que j'allais mourir, que j'allais me noyer et que c'était la fin. Je ne reverrai jamais ma famille. Je ne pourrais plus jamais serrer ma femme dans mes bras. C'était horrible. Et je devais absolument
me secouer et faire quelque chose pour survivre. Heureusement, Chris, Ronnie et Brian ont réussi à rester calmes assez longtemps pour être rescapés par un autre bateau. Je crois qu'ils ont survécu parce qu'ils sont restés calmes. Plus tard, Chris a appris que l'homme aux commandes de ce bateau était assis et qu'il ne voyait pas son bateau. Mais Chris est reconnaissant qu'ils aient tous survécu à cet accident, qui aurait pu tourner au drame. Tous les trois, nous avons dû prendre la décision de sauter à l'eau, et grâce à ça, nous pouvons raconter cette histoire horrible. Je considère que c'est un miracle, que nous soyons toujours en vie aujourd'hui. Les mardis. Rien n'est trop lourd pour être remorqué. Assistez à leur dévouement ainsi qu'aux manœuvres habiles et périlleuses, où chaque seconde compte. Les mardis catastrophes dès 20h, à Canal D. Pour un athlète aventureux, il n'y a rien de tel que le ski hors piste. Loin des sentiers balisés, le ski hors piste permet de se frayer un chemin dans la poudreuse fraîche, sans aucune règle restrictive à respecter. Évidemment, ce sport comporte sa part de risque. Et comme l'a récemment découvert un skieur dans l'arrière-pays de l'Utah, certains de ces risques peuvent s'avérer mortels. En janvier 2017, près de Linden, en Utah, Devin Stratton et son ami Matt font du ski hors piste sur le mont Timpanogos pour la toute première fois. Je m'appelle Devin Stratton et j'ai filmé cette vidéo. Matt et moi, on avait prévu ce voyage de ski au mont Timpanogos. Et ce jour-là, les conditions étaient parfaites. Il y avait énormément de neige poudreuse. On a suivi tous les protocoles de sécurité et on s'est relayé pour se surveiller. Devin enregistre ses descentes avec une nouvelle caméra que sa sœur lui a offerte à Noël. Elle est fixée sur son casque. En s'approchant du pied de la montagne, il ressent de plus en plus d'adrénaline. C'était la plus belle descente de ski de toute ma vie. Et j'ai baissé ma garde. J'étais heureux et j'y allais à fond, sans être assez attentif à mon environnement. La nonchalance de Devin allait bientôt le surprendre d'une bien mauvaise façon. Regardons la chute de Devin au ralenti. Il tombe d'une falaise de 45 mètres et atterrit sur le dos. Un sentiment d'angoisse m'a envahi et je me suis dit que j'étais mort. Miraculeusement, Devin va très bien. Quand j'ai entendu ce jeune homme dire merci, j'étais ému. Je ne crois pas qu'il se remerciait lui-même et qu'il voulait se vanter de son exploit. Je pense qu'il exprimait sa gratitude envers Dieu. C'est un miracle que j'ai survécu à cette chute. Dans mon esprit, j'étais mort. Mais j'ai bougé mes jambes. Mon cou n'était pas cassé. J'étais tout secoué. Bien évidemment, parce que comment Devin a-t-il pu survivre à cet accident? Le fait qu'il soit en vie, après avoir atterri sur le dos à la suite de cette chute libre, sous-entend plusieurs choses. D'abord, sa veste et ses skis ont probablement freiné sa chute et ont agi comme un parachute. Ensuite, il est tombé sur de la neige poudreuse. S'il avait atterri sur un rocher et que sa vitesse était tombée à zéro brusquement, tous ses organes se seraient écrasés.
la poudreuse l'a certainement sauvé de blessures graves ou de la mort. Ou, selon Devon, quelque chose ou quelqu'un de spécial veillait probablement sur lui ce jour-là. Ma sœur cadette, Rachel, a reçu un diagnostic de cancer de cerveau incurable à l'âge de 17 ans. Les médecins disaient qu'il lui restait 6 à 9 mois à vivre, mais elle a survécu plus de 3 ans. On avait fêté Noël plus tôt cette année-là, car elle tenait à nous offrir ses cadeaux dans cette caméra d'action. Je pense qu'elle était à mes côtés pour me protéger. Je ne peux pas en être certain, mais c'est génial de penser que ce miracle est survenu la toute première fois que j'ai utilisé cette caméra. Quand il dit que sa jeune sœur décédée était probablement avec lui pour le protéger et s'assurer qu'il ne lui arrive rien de grave, pour éviter un autre drame à leurs parents, c'est très révélateur à mon avis. Lorsque des gens proches de nous meurent, leurs esprits continuent à vivre à travers nous. Je crois que sa sœur voulait qu'il continue à skier, à profiter de la vie et à être heureux. Si c'est le cas, cela a fonctionné, car dès le lendemain, Devon était de retour sur les pistes, pleinement conscient de la chance qu'il a eue la veille. Une erreur aussi grave et un accident aussi horrible aurait dû me coûter la vie. Je ne peux pas l'affirmer à coup sûr, mais je crois que c'était un miracle.